Bonjour, troisième chapitre sur la Première Guerre mondiale avec aujourd'hui les combats de la Première Guerre mondiale, donc un chapitre intitulé Au front, une guerre moderne, ce sera notre question d'aujourd'hui. Donc nous on s'était arrêté à l'engrenage de 1914, donc deux blocs, deux systèmes d'alliance, l'un appelé la triple alliance constituée de l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, affronte la triple entente constituée du Royaume-Uni, de la France et de la Russie, essentiellement, il y en a beaucoup d'autres, mais vous n'avez pas besoin de les mémoriser. Et puis donc ces deux blocs s'affrontent, persuadés chacun que la guerre sera courte. Alors en réalité la guerre sera très très longue, les Français étaient partis la fleur au fusil, ça aussi on l'a vu, en se disant qu'ils seraient très rapidement à Berlin. En fait, les combats ne vont pas se passer tels qu'ils l'imaginaient, et les soucis vont s'accumuler. Alors on va commencer peut-être par celui qui est le plus anecdotique, quoique, puisqu'il traduit que les Français ne sont pas prêts à une guerre moderne, à une guerre du XXe siècle. C'est cette photographie qui va nous le montrer. Alors c'est un défilé de soldats français en 1914, donc il va vers le front. Nous sommes à Paris, les soldats vont s'embarquer bientôt dans le train pour rejoindre la frontière avec l'Allemagne, et ce qui surprend dans leur uniforme, puisque c'est ça le premier problème que va rencontrer l'armée française, c'est premièrement la couleur de ces uniformes, notamment les pantalons rouges, qui vont devenir un peu emblématiques de l'armée française. En fait, nous on s'attendrait plutôt à ce qu'ils aient des tenues de camouflage, pour être discrets. Et en fait, on voit des casquettes rouges, on voit des pantalons rouges. Si vous vous rappelez du soldat Banania, le tirailleur sénégalais qu'on avait vu, il avait un pantalon blanc, des chapeaux jaunes. Donc voilà, vraiment des couleurs très criantes. Ça rappelle plus les soldats de Napoléon Bonaparte avec des beaux uniformes, des beaux boutons d'ailleurs aussi, ils ont de très beaux boutons qui se reflètent au soleil. Donc on est très très loin de la guerre moderne avec l'idée de camouflage. Deuxième chose qui surprend, c'est notamment leur chapeau. Aujourd'hui, on s'attendrait plutôt à ce qu'ils aient un casque pour se protéger des obus, mais ça montre aussi qu'on se prépare à une guerre telle qu'on l'avait faite en 1870 ou bien avant, une guerre du 19e siècle, assez classique. Et puis, aujourd'hui, on aurait des espèces de grosses bottes qu'on appelle les Rangers pour permettre de marcher. Là, on a des toutes petites chaussures, ce qui évidemment n'est pas pratique. Alors, ça va poser un réel problème, parce que nous, ce qu'on appelait pantalon ou chapeau rouge, les Allemands on veut appeler une cible, donc ça se repère très très bien au petit matin dans la pénombre, et très rapidement il va falloir choisir un uniforme, un nouvel uniforme. On est très très loin du camouflage, hein. Le camouflage ça apparaît pas avant 1917, mais on va choisir cette couleur qu'on appellera le bleu horizon, et donc l'uniforme bleu horizon remplace celui de 1914 avec les pantalons rouges. Donc voilà, ça peut paraître anecdotique, ça l'est d'ailleurs, mais ça montre l'impréparation des soldats français. Alors de fait, nous devions remporter une victoire très rapide. En réalité, les Allemands écrasent littéralement l'armée française et britannique, et ils vont s'approcher, on est au mois de septembre 1914, donc à peine quelques semaines après le début des combats, ça c'est la ligne verte, il s'approche presque jusqu'à 50 km de Paris. Ici vous avez Beauvais, Meaux, donc voilà, ici vous avez la ville de Paris. Finalement on va réussir à sauver la situation. Peut-être qu'un jour vous étudierez l'épisode des taxis de la Marne. On va réquisitionner des taxis de la ville de Paris pour envoyer des milliers de soldats le plus rapidement possible sur la ligne de front, empêcher l'avancée des Allemands. Mais en tout cas, c'est un fiasco si on espérait une guerre courte. Alors finalement, on va les repousser un petit peu, et la ligne de front, pendant 4 ans, sera ici, et elle ne bougera plus, c'est-à-dire dans le nord de la France et dans le sud de la Belgique. Alors parfois les Allemands vont avancer de 50 km, puis après ils reculeront de 60, puis ils avanceront de 30, puis ils reculeront, mais globalement la ligne de front, donc les zones de combat, vont toutes avoir lieu ici. Alors, comme symbole, parce que moi j'aime bien les symboles, comme symbole de cette armée allemande qui s'approche de Paris, les Parisiens en ont gardé une mémoire, c'est ce canon qu'on a appelé la Grosse Bertha. C'était le nom de la fille du constructeur de ce canon, qui était Krupp, Monsieur Krupp, et Bertha Krupp avait des dimensions assez imposantes, un peu comme ce canon. C'est ce que voulaient dire les Parisiens. C'est un canon qui tirait à plusieurs dizaines de kilomètres, des obus de 420 mm, c'est-à-dire de 42 cm. Donc vous imaginez la taille des obus qui se sont écrasés sur la ville de Paris. Donc, on espérait une guerre courte, une guerre de mouvement,
où on marcherait très vite vers Berlin. Finalement, on a une guerre de position. Les soldats ne bougent plus de cette ligne que je suis en train de vous dessiner ici, qui est plutôt en rouge, et le front ne bougera plus jamais. Alors comme le front ne bouge plus, c'est la deuxième particularité de cette guerre, va apparaître ce qu'on a appelé une guerre de tranchées. Donc les hommes commencent à se fortifier, commencent à prévoir le fait qu'on n'est plus dans une guerre de position, donc on n'avance plus, et donc ils vont installer toute une série de tranchées, de baraquements. Donc on va lire un premier témoignage de soldats. Alors c'est un livre très célèbre qui s'appelle Paroles de poilu, qui est sorti en 98. Ce sont en fait des recueils de lettres que les soldats envoyaient à leur famille. Donc lettre du soldat Adolphe Weigel, 1915, un soldat français. La tranchée a une longueur de 100 mètres à peu près. Elle est profonde d'1 mètre, la terre rejetée en avant, ce qui fait que l'on peut passer debout sans être vu. La largeur est généralement de 25 cm, et de temps en temps, de place en place, on fait des endroits plus larges de façon à pouvoir se croiser. Dans le fond de la tranchée, sous le terrain, on creuse de petites caves où un homme peut tenir couché pour se garantir des éclats d'obus. C'est typiquement cette image-là qui permet d'illustrer le propos du soldat Adolphe Weigel dans cette lettre. Donc vous avez une tranchée qui est très étroite, donc le texte parle de 25 cm, ça dépend en fait évidemment de la zone où on est et de la possibilité de creuser. Mais donc il faut imaginer, alors son morceau de tranchée fait 100 mètres, mais il faut imaginer que, bon an, mal an, 100 mètres, puis 100 mètres, puis 100 mètres, puis 100 mètres, puis 100 mètres, vous avez en fait une gigantesque ligne de tranchée, puis une deuxième ligne de tranchée, puis une troisième ligne de tranchée, qui vont se faire de la Belgique jusqu'à la frontière allemande. Donc ensuite, des petits abris, on les voit ici, au fond, des sortes de petites caves dans lesquelles les soldats essayaient de s'abriter un peu des obus, et puis surtout, essayer de s'abriter de la pluie. On est quand même dans le nord de l'Europe, le nord de la France, et donc il y a un climat assez particulier. Alors là, vous êtes dans une tranchée de première ligne, c'est-à-dire vraiment pas très éloigné de la zone de combat allemande, de la tranchée adverse, et donc là, on n'a pas eu le temps de creuser, c'est moins profond, c'est moins large, on a bien notre tranchée de 25 cm, donc voilà, cela dépend évidemment du lieu où on se trouve. Alors là, on va lire maintenant le journal d'un officier du 101e régiment d'infanterie. Donc là aussi, on est en 1915, c'est un soldat français, toujours extrait de Paroles de poilu. Alors nous sommes dans les immondices. Appelons ça un chat. Les immondices sont les excréments, la merde. Nous vivons dans les immondices, dans les cadavres, dans la puanteur des tombes, à fleur de terre. Nous couchons parmi les cadavres. Et de l'autre côté du canal, des cadavres de zouaves, c'est un régiment français, étendus face contre terre. L'odeur est infecte. Chose que ne disait pas le premier texte, c'est effectivement l'odeur, qui est extrêmement prégnante. Alors qu'est-ce qui fait que ça sent mauvais? Ben, évidemment les cadavres en décomposition. Le fait que les hommes ne se lavent pas, ce qui a beaucoup surpris, c'est le manque d'hygiène. Les soldats français vont y gagner le nom de poilus. Les soldats français de la Première Guerre mondiale sont appelés les poilus parce qu'ils sont jeunes, ils ont 20 ans, ils sont beaux, propres quand ils partent à la guerre. Ils vont rester en première ligne pendant 10 jours, 15 jours, un mois, et quand ils reviennent, ils sont sales, ils puent, et ils ont des barbes extrêmement développées, donc on va les appeler les poilus. Alors nous sommes ravitaillés une fois par nuit, le trajet des cuisiniers est ici très long, mon abri n'est qu'un carré, sans autre fermeture qu'une toile par terre de petits matelas pourris. Donc c'est vraiment ce qui a marqué la guerre des tranchées, quelque chose qui est un peu prégnant. Alors, je vous ai montré deux images un peu contradictoires, hein, donc ça dépend évidemment, plus on s'éloigne du front, plus la tranchée a le temps d'être creusée, approfondie. Ici vous avez un abri même pour aller se reposer, on a mis des petits morceaux de bois pour ne pas s'enfoncer dans la boue. La région du Nord est une région très pluvieuse, donc c'est ça qui a marqué les soldats à la Première Guerre mondiale, c'est la boue. Et de l'autre côté, ben, vous avez, lié à l'odeur, lié à l'hygiène absolument déplorable, vous avez ici une accumulation de rats. On faisait ça souvent pour occuper les hommes quand il n'y avait pas d'assaut. On leur donnait des petites primes, ça pouvait être une ration alimentaire en plus ou autre, s'ils arrivaient à exterminer le plus de rats. Nous n'avons pas encore eu l'occasion de parler à proprement parler des combats. Là, on a surtout parlé de la guerre de position puis de mouvement. On a ensuite parlé de la guerre de tranchées, donc les hommes qui ne bougent pas. Maintenant, on va partir à l'assaut. Alors là, on va choisir un témoignage littéraire. C'est un ancien combattant, un ancien soldat qui s'appelle Maurice Genevoix, qui a été aussi écrivain. Il est sologno et il a reçu le prix Goncourt dans les années 1920 pour un livre qui s'appelle Rabolio. Et donc Maurice Genevoix, qui a combattu en 1914 jusqu'en 1916 dans les tranchées, notamment à Verdun, en a tiré un livre qui s'appelle Ceux de 14.
Alors qu'est-ce qu'il vous raconte? Il vous dit d'abord la peur et l'angoisse des combats. Il y a des cadavres autour de nous, un peu partout. Il y en a un en particulier qui se détache de ses yeux. Il est couché près d'un trou d'obus. La tête est décollée du tronc. Et il dit je fume pour vaincre l'odeur. On reparle encore de l'odeur de ces tranchées, les cadavres abandonnés, etc. Donc là, il vous dit le bilan d'un assaut. Les combats de 14-18 sont assez sommaires. Un coup de sifflet du caporal, on sort de la tranchée et on traverse le territoire entre les deux tranchées adverses, qu'on appelle le no man's land, et il faut traverser le plus rapidement possible pour échapper aux mitrailleuses allemandes. Et là, il vous dit, je n'ai plus que 50 hommes des 70 avec qui j'ai commencé la bataille, donc il en a perdu 20. Plus aucun officier, c'est normal, les Allemands visent en priorité les officiers, parce que c'est eux qui donnent les ordres, et puis finalement, quand on arrive dans la tranchée, c'est pour ça que je posais la question, est-ce que c'est une guerre moderne? Finalement, on est encore dans une guerre où c'est l'infanterie, donc les hommes à pied, qui dominent le champ de bataille, et une fois arrivé dans la tranchée, n'imaginez pas des armes modernes, c'est au couteau, à la baïonnette, et ce fut un massacre à l'arme blanche. C'est ce que nous raconte Maurice Genevoix. Et puis, quelques prisonniers, parce qu'on peut se demander comment est-ce que les hommes ont trouvé le courage ou la folie pour sortir des tranchées. Eh bien, en fait, on vous le dit, hein, il a fait quelques prisonniers, c'était des prisonniers allemands du 13e corps d'armée, et il est très surpris de voir que ces hommes, en fait, sont ivres-morts, ils sont saoulés d'alcool et d'éther. En fait, les hommes se préparent au combat en buvant, et ça fera évidemment des ravages dans les soldats, mais c'est une façon de tenir. Alors, de ce point de vue-là, est-ce que la guerre de 14-18 est la première guerre du XXe siècle ou la dernière guerre du XIXe siècle? C'est à la fois une guerre moderne, une guerre un peu archaïque dans les méthodes de combat. Ceci étant dit, c'est vraiment une guerre qui est à un tournant du champ militaire. Alors ce qui a fait penser souvent que c'était une guerre moderne, c'est l'apparition de nouvelles armes. Alors notamment, là c'est le côté britannique et côté français, l'apparition à la fin de l'année 1916 et début de l'année 1917 des chars d'assaut. Le char n'existait pas avant, et vous avez ici le premier char de l'armée française. Il s'agit du char Renault FT-17, 17 pour l'année 17 où il a été fabriqué. C'est un petit char Renault, alors déjà ce qui surprend c'est sa taille, extrêmement petit, et puis vraiment ses qualités techniques, on est vraiment au début du char d'assaut. Il roule à peu près à 20 km/h en vitesse de pointe. Ce qui est amusant, c'est qu'il a une queue à l'arrière. Bah oui, il faut franchir les tranchées, donc c'est comme une tortue, hein, le char monte dans la tranchée, et puis après il tombe sur le dos. Donc pour l'empêcher de basculer, on va lui mettre une petite queue. Et puis aujourd'hui, on aurait l'habitude d'avoir un gros canon qui tire des obus de 15 cm, mais le problème c'est que ça a un énorme recul, le char est trop léger, donc on met soit une mitrailleuse, soit un tout petit canon. Mais enfin voilà, apparition du char d'assaut en 1917. Vous avez également l'apparition de l'aviation militaire. Il y a des gens qui ont combattu avec ça. Et c'est vrai qu'on est encore dans une période où on a en 14, pas en 18, mais on a encore des avions assez rudimentaires, alors en bois, en toile. On commence à utiliser l'acier, mais enfin la difficulté c'est que ces avions sont très très lourds. Mais enfin vous avez déjà les premiers combats aériens. Alors moi ce que j'aime bien sur celui-là, là vous êtes dans le Cher, vous avez ici un avion qui est en bois et en toile, avec des roues de bicyclette. Et il y a des gens qui ont combattu avec ça en 14. Vous avez également l'apparition des premiers bombardiers, les premiers bombardements aériens. 30 août 1914, et le premier bombardement aérien à Paris. Mais voilà, là aussi, il faut pas non plus fantasmer, ce n'est pas la Seconde Guerre mondiale. Vous avez les premiers bombardements, mais voilà, par exemple le premier bombardement de 14, c'était 4 obus largués à la main du haut d'un avion, et puis cela n'a fait que des blessés et que très très peu de destruction matérielle. Arme tout aussi redoutable qui fait dire que c'est une guerre moderne sont les gaz de combat. Alors là, ce sont plutôt les Allemands qui l'ont utilisé en premier, c'était le 22 avril 1915 à Ypres, lors de la bataille d'Ypres en Belgique. Alors ça, c'est une arme redoutable. En fait, au lieu de mettre des explosifs dans les obus, vous mettez du gaz toxique. Donc en fait, vous asphyxiez l'adversaire, que vous voyez ici, il est submergé par les gaz. Les adversaires n'ont pas le choix, n'ont pas d'autres armes que les masques à gaz pour se protéger, c'est-à-dire quasiment rien. Et quand vous n'avez pas eu le temps de vous enfuir, vous avez tous ces hommes avec les poumons brûlés, les yeux brûlés. Vous fabriquez à l'appel des blessés, des handicapés à vie. C'est aussi ça, une guerre moderne.
Alors on va pas tout faire toutes ces armes modernes, mais même si par exemple le sous-marin existe déjà, ils sont encore de taille réduite et ils ne sont pas encore décisifs, en tout cas pas avant 1917. Donc l'idée c'est que ce sont des armes modernes, mais on commence à peine. 3 idées à retenir: d'une guerre de mouvement à une guerre de position, une guerre de tranchées, des armes